le podcast. Humain demain. On se retrouve à nouveau pour un podcast de la série Humain demain, en collaboration avec l'association française Transhumanisme. Shaiman, le futurologue sur YouTube, sera le co-animateur de ce podcast avec moi. Et on reçoit Jérémy Perret. Je pensais, on a évidemment pas mal de questions sur le lien entre transhumanisme et l'intelligence artificielle dans cet épisode, mais peut-être qu'au début, on pourrait passer quelques minutes pour faire une sorte de débriefing du sommet pour l'IA, le AI Safety Paris qui s'est passé donc il y a quelques jours, même si ça a été rebrandé, renommé Sommet pour l'action. Donc vous y étiez tous les deux, ça pourrait être sympa de nous faire un petit compte rendu, si on veut, de ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé. Je sais pas si Jérémy, tu veux commencer? Alors, pour être précis, il y avait le sommet sur l'action sur l'IA qui rassemblait les diplomates et industriels et tout, auquel moi j'étais pas personnellement. C'est celui qui était au Grand Palais avec les grands podiums. Et il y avait plein d'événements satellites, dont notamment la conférence inaugurale pour l'association pour une IA sûre et éthique, à laquelle j'étais. Et Shaiman aussi d'ailleurs. Donc le débrief rapide, c'était que tu avais une grande conférence de 2 jours sur l'IA sûre et éthique avec des tas de scientifiques qui disent bon, maintenant les sujets c'est très important. Le sujet de la sûreté est très important. Va falloir s'y mettre. On amène des propositions politiques sur la table. On est motivé. Rejoignez-nous. Faut faire entendre notre voix. Et d'ailleurs, on a quelques craintes vis-à-vis du sommet pour l'action sur l'IA qui a mis un peu la sûreté sur le côté. Mais bon, le sujet est là quand même. Il y a moyen de capitaliser sur les précédents sommets sur la sûreté, sur les promesses qui avaient été faites et qui avaient été tenues, de créer des instituts de sûreté en IA et ainsi de suite. Non. Le sommet sur l'action sur l'IA, derrière, c'était essentiellement une vitrine pour regarder comment on fait bien de l'IA en France, des annonces d'investissement, et une déclaration finale, celle qui est généralement signée par la plupart des pays à la pointe de l'IA dans le monde, qui ne contenait pas mention de sûreté ou de risque ou de quoi que ce soit, ni même en disant prenons note des engagements qui ont été pris lors des précédents sommets, mais il n'y a pas de prolongement, il n'y a pas de réitération et ça va pas plus loin. Donc ça remet le truc en arrière. Ouais, c'est triste, c'est d'autant plus triste que en fait les risques, j'ai l'impression on se dirige de plus en plus vers ces risques et on a l'impression qu'il n'y a pas de comme on dit en anglais, il n'y a pas d'adultes dans la pièce, quoi. C'est ça. Les adultes et les adultes qui sont censés écouter ne sont pas ignorent un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les chefs d'industrie qui tirent les ficelles. Est-ce que Shaiman, si tu peux partager ton retour? Oui, il est sensiblement le même que celui de Jérémy, mais effectivement, c'était un fiasco total, quoi. Enfin, le sommet en lui-même était vraiment catastrophique. Il y a eu des annonces d'investissement de 109 milliards, je crois, de la part de la France, dont la plupart des fonds étrangers, je crois que c'est plus de 60 milliards qui viennent directement de l'Arabie Saoudite. Donc, genre, vraiment investissement à fond dans les capacités. Pratiquement aucune annonce d'un point de vue de la sécurité, 2-3 trucs sur l'éthique, mais vraiment pas à la hauteur. Des pays qui choisissent de ne même pas signer la déclaration de fin. Enfin, c'était un niveau de malécoïsme des risques qui est vraiment assez fou. Et surtout, comme le disait Jérémy, genre 2 jours avant, on avait participé à cette méga conférence au siège de l'OCDE. Où on était là en mode waouh, la coordination mondiale est en train de se mettre en place pour une IA sûre et éthique. Il y a enfin quelque chose qui se fait, ça se fait au siège de l'OCDE, c'est quand même une vraie marque de respectabilité. Il y avait vraiment espoir qu'il se passe quelque chose. En plus, Yoshua Bengio, qui avait pris Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en informatique, avait récemment sorti un AI Safety Report, donc en mode une sorte d'équivalent du rapport du GIEC, mais pour les risques de l'intelligence artificielle, un truc vraiment ultra basé qui détaille plein de choses. Et ce rapport n'a même pas été pris en compte. Enfin, genre, c'est vraiment fou. On balaye les plus grands scientifiques au monde qui nous disent qu'il y a des risques qui vont jusqu'à l'extinction de l'humanité et on investit massivement dans les capacités. Donc oui, vraiment un échec à tout point de vue. Cela dit, je vois quand même que la coordination internationale de l'autre côté, les gens en sécurité de l'IA essayent de s'organiser pour faire un peu résistance par rapport à ça. Et je croise les doigts pour que les prochains sommets redeviennent des sommets sur la sécurité de l'IA plutôt que des sommets pour l'action sur l'IA. J'ai bien peur que le prochain sommet qui est censé se tenir en Inde, de ce que j'ai compris, soit un sommet de la turbo-action sur l'IA. On verra s'il continue dans la lancée, parce que le premier sommet, c'était le sommet
pour la sécurité de l'IA. Le deuxième sommet, c'était le sommet sur l'IA. Et le troisième sommet, c'est le sommet pour l'action sur l'IA. Donc effectivement, si on continue sur cette tendance, le turbo-action sur l'IA, c'est pas inimaginable. J'espère que ça ira pas dans cette direction. Je croise les doigts. Et on va tout faire pour, en tout cas. Ok. Bon, bah c'était, oui, c'est ça, préambule. Donc, mais on va tout de suite donc transitionner sur le sujet du jour. Hein, finalement, on est donc avec Humain Demain, donc dans une collaboration avec l'AFT, donc qui s'oriente autour des thèmes transhumanistes. L'intelligence artificielle, dans tout ça, forcément vient dans le mix, dans les réflexions transhumanistes depuis très longtemps. Peut-être que tu pourrais nous dire quel est le lien finalement entre le transhumanisme et l'intelligence artificielle, un petit peu une sorte d'historique, quoi, s'il y a moyen de faire ça. Alors, les deux parlent de technologie, entre autres. Donc, le transhumanisme parle pas que de technologie, mais dans les idéaux transhumanisme, il y a pas mal de est-ce que la technologie peut aider, donc les nouvelles technologies, incluant l'intelligence artificielle, peuvent aider à faire que certains des idéaux transhumanistes se réalisent. Je vais faire mon philosophe de tout temps, les hommes, avec donc une des fonctions de la technologie, c'est de créer des outils pour les humains, et notamment des outils qui permettent de régler certains problèmes qui ont trait à la condition humaine. J'en veux pour exemple un que je porte sur mon nez, les lunettes. Je vais pas m'avancer trop en disant que c'est le transhumanisme des siècles derniers, qui est on va régler une partie de la condition humaine à partir de la technologie. Donc une des questions que on va poser dans le transhumanisme, c'est est-ce que certaines applications de l'intelligence artificielle peuvent être considérées comme une extension de l'intelligence humaine, de la même façon que la longue vue te permet de voir beaucoup plus loin. Est-ce que utiliser de l'intelligence artificielle, ça te permet de faire des choses plus vite, d'avoir un assistant qui, par exemple, va te servir de mémoire externe, d'une façon un peu meilleure que juste un disque dur qui va enregistrer des données de base, mais d'externaliser un peu du raisonnement, mais pas dans le sens je vais déléguer la chose à quelqu'un d'autre, de dire vraiment c'est une extension de ma volonté. C'est aussi en ce sens qu'on va aussi parler d'alignement, parce que on veut justement que ce soit un prolongement de l'humanité, des capacités humaines, de dire ce qu'on a à la fin, c'est un humain, mais un humain qui a de plus grandes capacités, qui peut résoudre plus de problèmes, qui est moins à la merci des éléments dans une certaine mesure. Donc ça c'est la jonction entre transhumanisme et IA, parce que l'IA en tant que outil. Et puis il y a l'autre plan qui est la réflexion plus globale du futur de l'humanité dans le transhumanisme, qui dit je simplifie un des points du transhumanisme qui est l'humain dans le futur un peu lointain, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, comment on garde notre humanité, qu'est-ce qu'on veut faire de cette espèce et de sa progression. Sauf qu'il faut qu'elle existe pour ça. Et donc, il y a toutes des petites alarmes qui ont été données, mais on va en reparler. Mais il y a un intérêt dans le mouvement transhumaniste, c'est-à-dire, au fait, comment on fait pour garantir, ou qu'est-ce qui se passe s'il y a un risque pour l'humanité, pour l'existence de l'humanité dans le futur. Et cette place, ça va être aussi bien pour la survie juste de l'humanité, ou bien mais de la place de l'humanité dans un monde futur où il y a potentiellement autre chose que des humains. Et c'est là où on va parler de machines sentientes, de dire est-ce qu'on est en train de créer une nouvelle espèce, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens, si oui, quelle est la place de l'humanité dedans, et parce que jusque-là, on est un peu en mode, oui, on parle de transhumains, avec le sens de, et après on va peut-être réfléchir aux autres espèces, il y a tout le concept d'uplifting, machin, il y a toute une branche quand on réfléchit au futur, de dire qu'est-ce qu'on fait de ça, mais il y a aussi la question de, on va potentiellement pas être seul, au sens où on va devoir partager le monde avec d'autres entités qu'on peut considérer comme intelligentes. Donc toute cette réflexion sur la super intelligence, sur aussi l'hybridation humain-machine, toutes ces choses qui disent
où est-ce qu'on va? Et ça recoupe beaucoup de questions d'IA pour savoir ce qui est possible, ce qui est théoriquement possible, vers où on va, parce qu'il y a des progrès technologiques qu'il faut monitorer, et ainsi de suite. Donc, c'est le futur de l'humanité en tant que la place de l'humanité et l'existence de l'humanité, ça va être pour moi l'autre point de recoupement entre transhumanisme et intelligence artificielle. Des intérêts communs. C'est vrai que, a priori, ça peut paraître assez étonnant parce que finalement, le transhumanisme, c'est vraiment une volonté d'aller vers plus de technologie. C'est des gens qui sont généralement plutôt techno-optimistes. Là où la sécurité de l'IA, on associe ça parfois à des gens qui sont au contraire plutôt pessimistes, qui ont peur de la technologie, en particulier de l'intelligence artificielle, qui vont jusqu'à proposer des pauses sur le développement des IA les plus avancés. Donc, est-ce que c'est pas deux domaines qui sont profondément antinomiques? Non, pas du tout. Faut vraiment se rappeler que la sûreté de l'IA le concept même de sûreté de l'IA a été proposé par des gens que quiconque aurait considéré technophile également. De la même façon que la sûreté nucléaire est avancée par des pros du nucléaire qui voudraient très fort construire des centrales nucléaires qui n'explosent pas, ou que les gens dans des ingénieurs des travaux publics, t'as même pas un domaine séparé. C'est les gens qui veulent construire des ponts, ils ont dans leur job le fait de, au fait, on va faire en sorte que le pont ne s'écroule pas. Ça fait partie du job, tellement c'est évident que quand tu fais de la technologie à grande échelle, quand tu as des choses qui peuvent impacter des millions, et dans le cas de l'IA, possiblement des milliards de gens, tu essaies de construire avec une prévention des risques. Donc, la sûreté de l'IA est enracinée dans l'espoir que l'intelligence artificielle réussisse. Et là, je fais une citation quasi directe de Stuart Russell et co-auteur de Intelligence Artificial: A Modern Approach, qui est le manuel de référence pour les étudiants en intelligence artificielle. Et dans la conclusion, il demandait qu'est-ce que ça fait si on réussit? Qu'est-ce que ça fait si le domaine de l'IA, qui est de faire des machines qui font des tâches extrêmes, réussit? Mais réussir, ça fait un impact. Donc les deux sont pas du tout antinomiques. Par contre, ça veut aussi dire que certains développements de l'IA ne sont pas, du coup, responsables. C'est-à-dire causent des risques. Donc là, le truc, évidemment, qu'il va y avoir un message de, faudrait peut-être pas trop faire n'importe quoi. Ça veut dire ne pas faire certaines choses. Je prends encore une analogie. C'est dans la biosécurité. Tu vas dire, oui, on veut faire progresser la médecine, tout ça. On veut accélérer notre connaissance des pathogènes. On veut accélérer notre connaissance du Covid ou, je sais pas moi, de la grippe espagnole. Très bien. Mais du coup, on pourrait très bien accélérer cette compréhension en créant un super virus et en voyant à peu près comment il se répand, mais juste en laboratoire, hein, juste pour l'étudier, pour voir jusqu'où une propagation peut aller. Mais tu vas pas faire ça parce que le risque que le gain de fonction que tu as mis dans le virus cause une épidémie parce que les mesures de sûreté de ton labo, tu veux pas prendre ce risque. Donc tu vas dire non, on va avoir la connaissance autrement. On va avoir ce dont on a besoin pour faire les applications autrement. Et ça demande de couper certaines voies. Est-ce que tu penses que globalement les transhumanistes actuellement sont assez inquiets des risques de l'intelligence artificielle ou pas nécessairement? Typiquement les gens de l'association française transhumaniste, puisque c'est un podcast en partenariat avec eux, mais aussi de façon plus générale les transhumanistes dans le monde, est-ce qu'ils sont assez inquiets de l'IA selon toi? Ça dépend. il y a plein de transhumanistes, il y a plein de gens dans le transhumanisme. Même, il y a je suis à peu près prêt à parier aussi que il y a plein de transhumanisme. L'IA, c'est pas vraiment leur sujet. Et également,
le transhumanisme ne dit rien spécifiquement sur qu'est-ce qu'il faut faire de l'IA. Ça pose la question, ça a un intérêt, mais par exemple, tu vas avoir certains transhumanistes ou transhumanistes adjacents qui vont être très optimistes concernant la sûreté de l'IA, ou de dire que la sûreté de l'IA, ça va même pas être un problème. Donc, quand on réfléchit au futur, qu'on essaie de prédire l'impact de la chose, tu peux très bien avoir des gens qui vont dire, écoutez, nous nous intéressons à cette question, mais après réflexion, on pense que ça passe, on pense qu'il n'y a pas de problème. Et d'autres qui vont avoir la même réflexion, menée possiblement par des réflexions issues du transhumanisme, qui vont dire, non, là, il y a un problème. Les deux sont compatibles. C'est-à-dire l'origine de la question est la même, l'intérêt pour le futur est le même, l'espoir pour le futur est même, peut-être exactement le même, parfois pas, hein, mais avec les mêmes ambitions, mais pas le même jugement vis-à-vis de la sûreté. Donc, les conséquences pour est-ce que je me méfie de l'IA ou pas, bah, tu vas avoir un peu de tout. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi, dans certains cas, je pense, sans vouloir trop faire de la psychanalyse ou de caricature, c'est peut-être des gens qui font partie des premières générations de transhumanistes, hein, donc, les années 70, 80, qui ont grandi avec la science-fiction de l'âge d'or avec Asimov et compagnie, et donc qui ont envisagé comme ça ce futur, et notamment la potentialité que on pourrait faire partie, nous et les générations peut-être d'avant, des justement dernières générations à ne plus être victimes de la mort involontaire. C'est-à-dire qu'on pourrait guérir toutes les maladies et le vieillissement en soi, et donc la mort devient un choix, et donc on pourrait être immortel comme on dit. Et forcément, quand on a la crainte qu'on pourrait faire partie de la dernière génération à mourir, justement, donc là, ça fout les boules. Et donc, en voyant les progrès en IA ces dernières années, on se dit, oula, finalement, c'est génial parce que on va peut-être arriver dans mon vivant aux premières médecines anti-vieillissement qui vont me permettre c'est un peu l'histoire du pont, quoi. Tu prends un pont vers une médecine plus performante qui te fait gagner 10 ans, 20 ans, et puis après tu reprends un truc plus performant parce qu'à chaque année qui passe, la médecine augmente, et donc là, c'est la vitesse d'échappement de la longévité, quoi. C'est ça. Et donc, au final, quand après il y a des gens qui disent il faut faire des pauses, la sécurité de l'IA c'est important, il faut pas aller trop vite, on peut se gratter la tête et se dire non mais moi j'ai la montre quoi qui tique, il faut se dépêcher quoi, parce que j'ai plus non plus 25 ans sur Terre peut-être. Donc, enfin voilà, c'est peut-être aussi une réaction immunitaire d'une certaine façon de vouloir les fruits du progrès très vite et de mettre les risques de côté quoi. Alors oui, il y a possiblement un raisonnement motivé. On peut aussi on peut décrire ça comme c'est hypocrite, c'est motivé, tu caches, tu mets des œillères face au risque. Il y en a qui vont dire non, mais le risque vaut la chandelle. Écoutez, on peut pas. Oui, effectivement, il y a un risque d'extinction. Il est pas très grand, mais ça vaut le coup parce que de l'autre côté, il y a la carotte. On a une chance d'arriver jusque-là. Je vais aussi mentionner, parce qu'ils existent et je peux en nommer un ou deux, d'autres qui vont dire non, mais le risque de l'extinction de l'humanité, c'est pas un risque. C'est si jamais l'humanité s'éteint, bah tant pis. Fallait que ça arrive. C'est même pas on a joué, on a perdu. C'est l'évolution naturelle des choses. Écoutez. Donc, mais par contre, si l'humanité ne s'éteint pas et qu'on a tous les bénéfices, bah écoutez, tant mieux. On va pas se plaindre non plus. C'est comment dire. Un pari pascalien ou des choses comme ça avec tu sais quand tu commences à mettre des grandes probabilités ou des faibles probabilités mais des grandes conséquences, tout ça ça devient très difficile de raisonner. Oui. En fait. On parlait pas mal du pari de Pascal, la version IA et aussi la version rationaliste du pari de Pascal, c'était le Pascal's mugging, comment on dit, le hold-up, le hold-up de Pascal, qui est le truc, c'est quelqu'un vient et te fait un hold-up. Attention, je veux ton portefeuille. Et si tu ne le fais pas, je vais t'enfermer pendant 100 millions d'années dans un enfer simulé avec plein de souffrances. Et toi, tu dis, non, je pense pas que ça va arriver. Ah, peut-être, mais il y a une chance infinitésimale que tu aies de terribles souffrances. Donc, si tu fais le calcul, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup pour toi de l'éviter. Donc, file-moi ton portefeuille.
Et c'est un cas, c'est un cas pratique. Et c'est un cas de truc infinitésimal avec valeur astronomique de l'autre côté, où la plupart des raisonnements standards où tu dis tu multiplies et tu vois ne tiennent plus. Les barres d'erreur sont beaucoup trop grandes et ça devient compliqué. Là où on en est pour la sûreté de l'IA, c'est qu'on est passé de chances infinitésimales à des chances qui sont beaucoup plus substantielles. Ouais, substantiel, genre 10, 20%, c'est des petits, tu jettes des dés, c'est des genres de probabilités que t'as dans la vie de tous les jours. Donc l'argument de la probabilité infinitésimale ne tient plus. Par contre, on peut très clairement argumenter sur la probabilité. Et quand tu vas avoir des gens qui disent, écoutez, il y a 0,1% de chance qu'on détruise le monde, et que de l'autre côté, tu as une utopie techno-optimiste, le 0,1% ou le 0,01%, finalement, ça ressemble à, je sais pas, des super volcans qui entrent en éruption, des rayons gamma, des probabilités naturelles d'extinction, à laquelle, de toute façon, on est soumise. Et il y en a qui vont contre-argumenter, mais je me perds un peu que s'il y a un astéroïde qui arrive, on peut quand même le dégommer. Mais genre de dire, si c'est la probabilité que le Soleil explose pour des raisons, il y a une probabilité infinitésimale et qu'on puisse rien y faire, voilà, c'est un risque et on va vivre ou mourir avec. Donc, du point de vue de gens qui sont très optimistes, qui reconnaissent qu'il y a un risque, mais qui sont très optimistes, le jeu en faut parfaitement la chandelle. En particulier sur un plan plus directement technique, si vous pensez que l'alignement va se résoudre tout seul. Par exemple, que si tu souscris à l'argument naïf au sens où l'alignement c'est un endroit où tu vas avoir des idées qui vont dire mais pourquoi tu peux pas faire ça, voilà. Ou si tu souscris à l'argument que si la machine est si intelligente, elle va comprendre immédiatement la morale humaine. Donc ça va pas être très compliqué de lui faire comprendre que comment suivre la morale humaine, il suffit de lui demander. Donc de dire c'est facile. Donc il y a pas de risque. Il y a plein d'arguments, tout ça. Pour la sûreté de l'IA, ça va être des arguments pétés, mais c'est pas fondamental, mais ça résulte pas forcément d'un déni du risque. Parfois juste d'un d'un optimisme sur le risque encouru par ce problème. Je me permets de revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que certains transhumanistes considèrent que finalement la succession de l'humanité par les machines, c'est pas bien grave, c'est même plutôt une bonne chose. Typiquement, un exemple assez caricatural de cette position, c'était la position de Sergey Brin, qui avait discuté, il me semble, avec Elon Musk. Il y avait plusieurs articles de journaux qui avaient rapporté ça, où il disait à Elon Musk, mais tu n'es qu'un spéciste de vouloir conserver l'espèce humaine. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas le fait que des machines plus intelligentes prennent notre place? Et d'ailleurs, si on remonte un petit peu dans le temps, même le grand Isaac Asimov promouvait cette vision en disant, finalement, si on met au monde une entité plus intelligente que nous, supérieure à nous, pourquoi est-ce que on est si attaché à l'espèce humaine? Donc, je te fais la même remarque qu'a fait Sergey Brin à Elon Musk. Jérémy, n'es-tu pas spéciste à vouloir conserver l'espèce humaine? J'aurais tendance j'ai un instinct de conservation des autres espèces. C'est-à-dire c'est-à-dire, je suis pas, par exemple, fondamentalement opposé à l'idée qu'il y ait une espèce qui soit aussi supérieure aux humains que nous le sommes des mouches. Pas en termes moral, mais en termes de puissance sur le monde, capacité à faire des choses dans le monde, d'aller sur la Lune, ce genre de choses. Mais j'ai pas non plus envie de disparaître moi-même, c'est-à-dire que j'ai moi-même un instinct de préservation, et de la même façon que j'ai pas envie qu'il y ait plein d'autres espèces qui disparaissent. J'ai pas envie que l'avènement de une autre entité, peut-être intelligente, me fasse disparaître aussi. Et là, en fait, je vais juste, mais ça, c'est un argument moral abstrait, pour dire, gna gna gna, je veux juste le bien des espèces et machin, alors que moi-même, je vais très fortement écraser un moustique dès que j'en vois un. Donc, hypocrisie un peu quand même. Mais je vais juste admettre mon biais, qui est, je suis humain, je veux survivre, j'aime bien les humains autour,
je veux qu'ils survivent aussi. Et si t'es pas content, c'est pareil, parce que ce sont mes valeurs d'humain. Et de la même façon que je vais pas prendre une pilule qui d'un coup me fait cesser d'apprécier la musique, bah j'ai pas envie de perdre ça. Ça fait partie de mes valeurs fondamentales. C'est pas négociable. Et s'il y a d'autres entités qui sont pas contents, je vais m'y opposer. Donc, alors, je cite Elon Musk, chose que je ne fais pas très souvent dans ma vie, et qui répondait I'm on Team Human. Je suis dans l'équipe des humains. Et tu veux faire gagner ton équipe. Et même pas, en fait, ou même si c'est plutôt comme je le conçois un jeu coopératif, tu veux que ton équipe ne perde pas. Au minimum. Ouais. Et puis il y a aussi il y a une présupposition finalement dans cette idée d'espèces successeurs que les IA ont la possibilité de porter la torche de la conscience, tu vois, dans le cosmos. Mais c'est pas garanti. C'est ça la vision la plus horrible finalement du futur. Ce serait qu'on mette au monde un monstre cosmique qui se réplique dans l'univers et qu'il y a rien qui fait d'être cette chose. Donc elle ne ressentirait pas de joie ni de tristesse. Elle ne ferait que maximiser des choses, collecter de l'énergie, se répliquer. Et ça c'est Jodorowsky qui avait dit ça. Chaque fois qu'un humain meurt, l'univers noircit un peu. Parce que, un humain ou une espèce consciente, c'est-à-dire un chien, un chat, un chimpanzé, un éléphant et autres. Et ça, et puis je pense que c'est aussi se dire, ok, même si on fait des IA conscientes et que, allez, dans 1 million d'années, c'est elles qui ont la tâche de coloniser la galaxie, ça me va. Mais il faut déjà être sûr qu'elles sont conscientes. Et puis il faut pas que ça arrive du jour au lendemain. Et puis comme tu dis, si on se fait rouler dessus en une semaine par des IA conscientes, ça va pas me rendre le moral, quoi. Je veux dire, on pourrait quand même avoir une transition très longue. Hein. Ouais. Nick Bostrom avait théorisé le Disneyland sans enfants pour décrire justement ces futurs où il y a plein de productions, plein de jouets, plein de merveilles technologiques, sans personne pour en profiter. C'est-à-dire l'équivalent d'une centrale qui va produire de l'énergie, qui va être super efficace. Et l'énergie ne va nulle part à part construire d'autres centrales où il y a pas de but. Enfin, il y a pas de but. Il y a pas de fonction à ça. Il y a personne à qui ça profite, même pas dans le sens économique, dans le sens moral aussi, de dire il y a des efforts qui sont faits de la même façon que je vais faire un effort pour porter un bouquet de fleurs à ma mère. Je devrais le faire d'ailleurs bientôt. Mais je le fais pour une raison et mes efforts ont un sens. Et il est très possible de concevoir des machines où ça n'a pas d'autre sens que de continuer l'effort, mais ça va nulle part. Bon, philosophiquement, les avis sont partagés là-dessus, d'ailleurs. Il y a une transition extrêmement nette vers une philosophie qui fait pas trop attention à ce type de sens. Genre qui va dire, non, mais justement, la consommation de l'énergie, l'expansion et tout ça, c'est le sens. C'est de dire on maximise on accélère, on maximise la seconde loi de la thermodynamique. On va maximiser la négantropie, on va maximiser, on va concentrer dans le développement technologique et la vie aussi l'entropie de l'univers le plus vite possible. D'ailleurs, une des branches, c'est une philosophie. D'ailleurs, une des branches principales du transhumanisme s'appelle l'extropianisme pour aller justement contre l'entropie et l'extropie de l'autre côté. C'est ça. Essayer de préserver autant que possible nos petits brins de négantropie avant la mort thermique de l'univers. Alors, petite anecdote personnelle, j'évite autant que possible d'aller lire l'article Wikipédia sur la mort thermique de l'univers parce que c'est un des rares trucs qui me fait authentiquement paniquer. J'aime pas du tout. Même si c'est des trucs qui arrivent dans 10 puissance 100 ou 200 années. Autant dire demain. Pour un immortel. Demain. Oui, voilà. Après-demain, à la rigueur. Et à chaque fois, je me rassure en me disant,
tu auras d'autres problèmes avant. Concentre-toi sur les problèmes que tu as juste devant toi. Mentionner le fait que le transhumanisme et puis la sécurité de l'IA n'étaient pas forcément antinomiques. Je pense qu'une des meilleures preuves de ça, c'est finalement tous les liens qu'ils ont eu entre eux, ces deux domaines, dans l'histoire finalement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Quelle est l'histoire finalement des liens entre le transhumanisme et la sécurité de l'IA? Alors le plus simple, c'est de dire que la plupart des penseurs de la sûreté de l'IA venaient du mouvement transhumaniste. C'est ça. La sûreté de l'IA n'a pas été conçue comme une branche du transhumanisme, pas du tout. Mais il se trouve que les fondateurs, je dis les fondateurs, c'est tous des hommes, donc bon, du domaine, étaient très familiers et causaient transhumanisme. J'en parle, je mentionne par exemple Nick Bostrom, philosophe suédois, qui avait donc son papier sur les risques existentiels. Je suis arrivé à remonter jusqu'à 2002, celui avec le très joli tableau en disant il y a une échelle de risque et il y a une échelle de à quel point le risque s'étale dans le temps, avec dans le coin en haut à droite risque existentiel, ne pas y aller. Donc ça date de 2002. Et il mentionnait le transhumaniste dedans. Et il mentionnait aussi, parmi les risques existentiels, la super intelligence, dont il parlait en 97 dans des journaux transhumanistes. Donc, mouvement transhumaniste, berceau de la sûreté de l'IA. En tout cas, c'était une des premières communautés où on a entendu parler du domaine, parce qu'il se trouve que les gens et pareil, si on parle donc à Chicago à l'époque, Eliezer Yudkowsky, qui lui, à l'époque, il avait 20 ans, il était encore dans sa phase techno-optimiste, où il parlait sur des forums de shock level 4. Et donc le principe de shock level, c'est un truc très transhumaniste compatible, très très machin, qui dit shock level 0, niveau de choc 0, c'est la réalité standard. Niveau 1, c'est vivre jusqu'à 100 ans, des technologies comme les smartphones pour quelqu'un qui vit en l'an 2000, un truc comme ça. Et puis à chaque fois, et le principe des shock levels, c'est que tu arrives à tolérer le niveau au-dessus et que tu es horrifié par le niveau 2 au-dessus, et que tu progresses au fur et à mesure que tu t'habitues à la technologie et aux possibilités de la technologie, à des trucs de plus en plus pétés sur le plan technologique, de plus en plus science-fiction, futuristes, qui ont l'air bizarres. Et du coup, il avait lancé le truc qui s'appelle le Shock Level 4, et donc ça a donné une mailing list dans laquelle il y a plein de gens qui parlaient de ça. Donc évidemment, ça parlait de transhumaniste, évidemment, ça parlait de super intelligence également, parce que c'était dans le truc. Et c'est à peu près à ce moment-là, donc début des années 2000, que Yudkowsky a eu sa révélation, sa prise de conscience que oups, il y a peut-être un problème de ce côté de super intelligence, c'est pas automatique que ça marche bien. Et du coup, Yudkowsky a posté également des trucs sur la singularité et le transhumanisme. Il y a un essai de Yudkowsky qui est le transhumanisme est un humanisme simplifié. C'est un prolongement naturel d'idées humanistes. Donc, je vais pas dire que c'est exact. C'est pas dans cet article qui a la métaphore de la batte de baseball, si jamais on vivait dans un, ou alors c'est dans un autre, mais il fait une comparaison avec les gens qui sont contre la mort, qui critiquent, et justement les transhumanistes qui veulent abolir la mort parce qu'il y a toute une réaction de gens qui disent non, mais la mort donne du sens à la vie. Et lui, il dit, si jamais on vivait dans une société où quelqu'un te met un coup de batte dans la tête une fois par jour, on inventerait des raisons pour dire que avoir un coup de batte de baseball dans la tête tous les jours, c'est une bonne chose et que ça donne du sens à la vie, quoi. Et si quelqu'un arrive pour dire faudrait peut-être arrêter de faire ça, on le critiquerait. Donc ouais, c'est pas mal ce qu'il écrit. Oui, rendez-vous compte, j'allais automatiquement recréer des arguments pour justifier des battes de baseball dans la tête, mais il parlait aussi souvent culturellement, on est habitué à la mort. Il faut absolument que je mentionne ce texte absolument terrible
où Yudkowsky raconte ce qui s'est passé quand son frère est mort au début des années 2000. Un texte absolument poignant qui commençait par les transhumanistes ne sont pas fans de la mort et qui raconte dans le menu à quel point il était tout seul à l'enterrement de son frère à dire mais comment les gens laissent-ils passer ça. Donc transhumanisme, sûreté de l'IA, c'est pas une coïncidence parce que il y a toute cette notion de penser le futur qui fait que la communauté transhumaniste était un terreau fertile pour le genre d'idées comme la sûreté de l'IA pour apparaître. Et du coup, les moteurs principaux, les penseurs principaux sont issus de là. Mais, encore une fois, la sûreté de l'IA n'est pas une branche du transhumanisme. Et il y a plein de gens qui sont arrivés sur la sûreté de l'IA qui n'avaient strictement rien à faire du transhumanisme et qui pensaient juste au futur, aux risques technologiques, sans nécessairement adhérer ou même connaître une philosophie plus axée sur le développement de l'humain. Donc pas une coïncidence, mais il se trouve que c'est apparu là. Et je me permets quand même de préciser que les personnes que tu as mentionnées sont vraiment des pontes dans les deux domaines. C'est pas juste des lambda, genre Nick Bostrom, c'est le cofondateur de l'association transhumaniste mondiale. Donc ça se place là quand même. Et c'est le mec qui a écrit le livre Super Intelligence, qui est probablement un des livres en sécurité de l'IA qui a été le plus lu. Donc vraiment, les liens sont énormes. Et puis pour Eliezer Yudkowsky, c'est vraiment pareil. Il est vraiment très reconnu dans les deux domaines. Est-ce que tu dirais d'ailleurs que est-ce qu'on pourrait dire finalement que les transhumanistes sont ceux qui ont le plus popularisé finalement cette notion de risque existentiel de l'IA, de super intelligence, etc. Est-ce que ce serait faux de dire ça? Non. De fait, on a des gens qui sont transhumanisme, qui ont été les moteurs principaux de la popularisation de ces termes. Et également, par le même moteur, tu vas avoir beaucoup de transhumanistes qui vont être déjà préparés à ce genre de réflexion et qui vont dire, mais je suis d'accord avec Nick Bostrom, mais je suis d'accord avec Yudkowsky. Et donc, tu vas avoir, notamment pendant les premières années où en plus les discussions se passent sur des forums transhumanistes et pas forcément ailleurs, un contingent vraiment non négligeable de transhumanistes dans la sûreté de l'IA au point où tu peux dire c'est un truc de transhumaniste ce truc. Oui, statistiquement, au début, oui, tu vas les compter, tu vas dire oui, le diagramme de Venn là, il a quand même une sacrée intersection. Je pense que c'est quand même beaucoup moins vrai maintenant. Si on se ramenait justement à la conférence IASEAI avec tous les scientifiques, machin bidule, et qu'on demandait aux 400-500 personnes qui étaient là, coucou, est-ce que vous êtes transhumaniste? Je pense pas qu'on aura une majorité du tout. J'allais dire c'est pas grave, mais je pense que maintenant les transhumanistes sont minoritaires dans la sécurité de l'IA. Et du coup, ça me fait penser à te demander si c'est une question évidemment peut-être difficile de le savoir comme ça, mais est-ce que, pour prendre la question un peu inverse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de transhumanistes qui sont au front du développement de l'intelligence artificielle et de la super IA? Parce que finalement, est-ce qu'on peut dire que des gens comme ça... Alors, c'est dur. Alors, c'est dur à répondre, mais je vais juste expliciter comment j'essaie de répondre à la question dans ma tête et trouver une réponse adaptée, qui est, je renverse ta question et je dis qui est au front du développement de l'IA et est-ce qu'ils sont transhumanistes. Donc, et là, je suis en train de prendre, par exemple, Sam Altman. Est-ce qu'il est transhumaniste? Il a dit des tas de trucs vaguement compatibles, mais il parle plus d'automatisation et de fin du travail et de sauver le monde que de transhumanisme. Donc Sam Altman, OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Oui, c'est à OpenAI. Demis Hassabis de chez DeepMind. Non, pareil, il y a une vision pour l'intelligence, mais il faudrait que je retrouve des podcasts. J'ai pas immédiatement de personnes en tête qui est à la pointe de l'IA, qui se revendiquent publiquement
transhumanisme. C'est même, je vais compter Elon Musk parce que il a son XAI dessus. Ouais, tu vas considérer Elon Musk comme un transhumaniste, mais parce qu'il me semble qu'il avait dit, alors il y a deux choses qui me fait penser que c'est un transhumanisme, voilà, peut-être pas assumé, mais en tout cas, dans le fond, quoi, c'est, il avait dit que le livre de William Mac sur le futur de l'humanité, le long-termisme, What We Owe the Future, il avait dit que c'était plus ou moins sa philosophie, hein, donc voilà, comme ça c'était réglé. Bon, c'est pas pour dire que le livre de William McCaskey c'est un livre transhumaniste, mais le long-termisme a quand même cette il y a un terreau commun, et il avait aussi, c'est quoi que j'avais en tête d'autre? Ouais, bon, bref. Déjà, ça c'est. Le principal, c'est quand même qu'il est à la tête aussi de Neuralink, qui est quand même une entreprise qui veut mettre des puces dans le cerveau des gens. Ouais, après, c'est vrai que par contre, d'un point de vue du vieillissement, il a toujours dit que lui ne considérait pas que abolir le vieillissement était une bonne chose, que c'était vraiment, il a plusieurs fois répété que c'était une bonne chose que les gens meurent, qu'il avait peur qu'on se retrouve avec une société dirigée par des vieux, et que le fait que les idées avancent, c'était aussi du fait que de nouvelles générations émergeaient. Donc pour le coup, d'un point de vue purement vieillissement, il est pas pour. Il y a aussi Dario Amodei quand même, qui est derrière l'entreprise Anthropic et le chatbot Claude, donc quand même parmi les chatbots les plus puissants actuellement, les IA les plus puissantes actuellement, qui avait fait récemment une lettre dans laquelle il expliquait tout ce qui pouvait bien se passer à quelque part, quelle était l'utopie avec une intelligence artificielle générale ou une super intelligence, et qui était clairement transhumaniste, où clairement il mettait en avant pratiquement tous les thèmes du transhumaniste à l'intérieur, en disant regardez l'utopie qu'on va créer. Machines of Loving Grace. Ouais, puis c'est vrai qu'après on peut facilement se dire que quelqu'un qui a une vision positive du futur, c'est pas nécessairement un transhumaniste, mais en même temps, tous les transhumanistes ont des visions positives du futur, sauf s'ils sont extrêmement inquiets. Donc dans ce cas-là, ils vont vouloir protéger une vision du futur avec un accent plus sur la sécurité. Donc c'est un mot qui est devenu un petit peu fourre-tout, quoi. Ouais, en fait, j'entends plus de mettre le label transhumaniste sur les gens de la part des critiques de ces gens, plutôt que des gens eux-mêmes. Je connais assez peu de gens dans des positions élevées au sens, voilà, qui se revendiquent, qui se mettent le label transhumanisme. Ouais. Je pense que je vais pas trop me mouiller en disant que c'est pas non plus le label qui résonne le mieux dans la population générale. C'est vrai. Oui. C'est un terme qui a souvent été utilisé par les journaux, notamment pour de manière négative, quoi, pour critiquer des points de vue, pour les caricaturer souvent aussi, en disant voilà ce que les transhumanistes pensent de l'humanité, c'est terrible, c'est des néo-nazis, eugénistes et tout ça et tout ça. Alors oui, question. Et il y a aussi un truc intéressant. Alors je sais pas si on skip tes questions, mais ça, c'est peut-être d'un point de vue assez naturel là, c'est d'aller vers ce que certains appellent l'IAC, effective accélérationnisme, l'accélérationnisme, parce que eux aussi, d'une certaine façon, on pourrait les considérer comme des transhumanistes ou des extropiens, parce que finalement, ils ont les mêmes propos d'accélérer vers voilà. Si on peut aller coloniser un trou noir et utiliser son énergie de la radiation de Hawking là pour faire carburer un moteur, c'est bien, hein, il faut le faire. Et donc, en gros, déjà peut-être que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, hein, que cette espèce de courant de pensée, et pourquoi il est important dans le contexte d'aujourd'hui où c'est qu'on a comme ça une sorte de course vers la super IA et qu'il faut faire. Alors, vous vous souvenez, il y a 10 minutes, quand je parlais des gens qui, dans la philosophie du sens de l'univers, c'était la seconde loi de la thermodynamique et faire en sorte que, de dire la consommation de l'énergie, en fait, c'est le principe de base de l'univers, et il faut l'accélérer parce que c'est ça qui est bon. Ben voilà, c'est l'effective accélérationnisme. Alors, petit point étymologie, en essayant de remonter aux racines du mouvement, c'est un des rares mouvements dont tu trouves alors pas les racines, mais le moment où ça sort de terre, c'est Twitter. Mais les racines du machin, tu vas prendre l'étymologie du machin, donc t'as effective accélérationnisme. Donc l'accélérationnisme, ça s'emprunte à Nick Land, donc penseur conservateur, je crois britannique.
Clark, j'ai oublié, et donc qui disait il faut révolutionner la société, il faut disrupter la société comme on dirait dans la Startup Nation. Il faut changer les choses, il faut profondément changer la société, et comment on le fait? En accélérant le progrès technologique, parce que la technologie transforme le monde. Et donc, je pense qu'il faut mener, par exemple, le capitalisme technologique à son terme et dire arrêtons les conneries. C'est pour changer la société, il va falloir aller accélérer dans cette direction. Et après, il y a eu d'énormes débats sur mais où tu veux aller, Nick? Où tu veux aller? Et lui, c'était plus en mode non, mais moi, je propose moi, je propose de changer la société. Je dis pas comment je veux la changer. Ok, bon. Enfin, je dis pas pourquoi je veux la changer. Bon. Mais dans l'idée, c'était promouvoir l'accélération du développement technologique. Ok, prenons ça. Et avec la fusion, donc la partie effective, c'est un jeu de mots, c'est une vis-à-vis de l'effective altruism. Donc l'altruisme efficace, où un des principes de base de l'altruisme efficace, c'est dire tu as des valeurs, tu as des problèmes que tu considères prioritaires dans le monde, et parmi toutes les options qui sont possibles, parce que tu as des ressources limitées, tu vas essayer de faire les choses qui t'amènent le plus loin pour que tes valeurs se réalisent. C'est par exemple, si tu veux éliminer la pauvreté dans le monde, bah, tu vas avoir 100 000 façons de le faire, mais il y en a une qui va très clairement avoir des impacts de la population et tu veux savoir laquelle et la faire. Bah, l'effectif accélérationnisme, c'est de dire, bah, t'es mignon de dire on va accélérer le progrès technologique, mais on peut le faire de plein de façons. Il nous faut un but et on va le faire bien. Donc, si tu combines un peu les deux, c'est de dire, ben, le but, ça va être de maximiser, de grimper sur l'échelle de Kardashev. L'échelle de Kardashev, c'est une mesure de à quel point la civilisation récupère l'énergie qu'il y a autour d'elle. Donc aujourd'hui, on pompe une fraction de la lumière du soleil, mais éventuellement, dans le futur, on veut récupérer un peu toute la lumière du soleil autour d'une sphère de Dyson. Mais en gros, c'est une échelle qui est une approximation de à quel point ta civilisation est puissante et influente parce qu'elle consomme beaucoup, parce qu'elle est capable d'utiliser beaucoup d'énergie, elle est capable de rediriger des flux d'énergie pour ses propres activités. Donc c'est une mesure et de dire bon bah nous on va grimper sur cette échelle et la bonne manière de grimper sur cette échelle c'est le développement le plus rapide possible de la technologie. Et de l'autre côté, sans quoi ça ne serait pas un truc viable, il y a un énorme optimisme sur la question. C'est-à-dire le mouvement Effective Accelerationism est fondamentalement techno-optimiste. De dire, on va appuyer sur l'accélérateur et ça va bien se passer. Et donc, si tu mets ensemble les deux, tu considères l'envers du décor, c'est-à-dire que si tu considères que l'accélération technologique c'est le bien et que c'est le truc le plus important que tu peux faire, bah, à l'inverse, tout ce qui va être ralentissement ou prudence, c'est quelque chose qui va causer des risques absolument terribles à l'humanité. C'est-à-dire que si on stagne, on peut se retrouver un peu comme Nick Bostrom dirait, l'hypothèse du monde vulnérable. Ou les trajectoires de la civilisation, je crois que c'était de Sandberg, je sais plus, il faut que je retrouve mes rêves, mais de dire que à partir du moment où tu n'as pas construit tous les trucs qui permettent de te défendre contre, je sais pas moi, des astéroïdes ou des machins, tu es vulnérable. Oui, c'est aussi le précipice de Toby Ord. C'est ça. C'est un peu la même chose. Ouais. C'est ça. Donc la réponse des effectifs accélérationnistes au précipice, c'est de dire, tu vas construire un avion et tu vas voler au-dessus du précipice. Ouais, c'est un peu, si tu vas très vite le long d'une corniche, t'as moins de chances de tomber que si tu vas très doucement et tu fais gaffe, quoi. C'est un peu l'idée. Voilà, c'est ça. C'est si tu vas très vite, c'est le canon qui est au-dessus de la montagne. Si tu vas très vite, tu te mets en orbite. Ouais. À tout moment, ça passe. Bon, je caricature un peu, mais
j'allais dire c'est dur de pas caricaturer. Donc fonctionnel. Alors c'est dur de pas caricaturer pour une raison assez simple, c'est que le mouvement IAC, il est né sur Twitter. Au départ, et j'ai la phrase en anglais memed into existence. C'est le mouvement a été créé à partir de mèmes sur Twitter. 140 caractères quoi. À 100 caractères multipliés par suffisamment de gens qui les repostent, tu finis avec un manifesto. En 140 caractères, les arguments sont solides et bien construits. C'est ça. Tu peux faire des miracles de rhétorique en 140 et 280. Et du coup, ça a gagné en popularité. Ça a gagné en gens qui s'y intéressaient. Donc t'avais quelques figures sur Twitter qui argumentaient justement dans les réponses de dire, et il y a plein de gens qui se reconnaissaient dans ce mouvement, qui disaient non mais en fait c'est ça le sens de l'humanité, bon sang. Et plus récemment, il y a Marc Andreessen, donc du fonds d'investissement de capital risque, comme on dit en français, de Andreessen Horowitz, qui a publié le Techno Optimist Manifesto, qui reprend très essentiellement les idées de l'effectif accélérationniste, qui a été soutenu largement par la plupart des grandes figures de l'effectif accélérationnisme en disant ouais c'est ça c'est nous, et qui comme son nom l'indique, c'est de dire appuyer sur accélérateur, bon ça va bien se passer. Voilà, et les IAC ça. Mais du coup c'est logique. Je sais pas. Est-ce que comment les IAC du coup, est-ce que il y a quand même un petit peu de réflexion sur les risques de l'IA, ou est-ce que forcément ils vont s'opposer du coup à tous ceux qui disent qu'il y a des risques ou essaient de vouloir de la régulation. On a perdu Shaiman. De la régulation. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même eu quelques arguments de leur part sur des potentielles solutions à l'alignement, ou ils pensent que c'est complètement pas la peine quoi. Alors que c'est ça, en général, ça va être le problème de l'alignement. Par exemple, n'existe il y a que les options que les problèmes de malveillance. Et même les problèmes de malveillance, on les gère par la technologie et par le fait que dans une civilisation prospère, les gens ont moins tendance à être malveillants aussi. Mais en termes de la sûreté, en termes d'accidents, en dire que si on fait mal les choses, il y a des trucs qui peuvent péter. On va plutôt les trouver dans le camp. Il y a théoriquement, on voit de quoi vous parlez, mais il n'y a pas de problème dans le sens où si tu fais des machines suffisamment puissantes, elles seront pas automatiquement morales, mais elles feront alors ça dépend des gens. C'est soit elles feront des choses qui seront au bénéfice de l'humanité, et il y a des gens dans le mouvement IAC qui vont être aussi très fortement dans le sens, si jamais on n'est pas là, non, c'est l'IA qui va reprendre le flambeau de notre accélération. Donc c'est comme on disait tout à l'heure, tu vas avoir une assez, par rapport au reste de la population, une assez grande partie du mouvement IAC qui va dire advienne que pourra, parce que finalement, si on arrive à faire une entité qui partage nos valeurs, parce que dans un sens, le problème de l'alignement, c'est de faire en sorte qu'il y ait des machines qui partagent nos valeurs. Oui, mais si une machine, du coup, augmente la production d'énergie, vu que nos valeurs, c'est la production d'énergie, quelle importance si c'est une machine ou un humain qui accomplit ça. Donc finalement, votre problème de l'alignement, on voit comment ça pourrait mal tourner si tu dis littéralement à ta machine de rien faire et de remplacer la Terre par une boule de billard, ou non, on n'a pas envie que ça arrive. Mais il se trouve que donner à l'objectif, à la machine, des objectifs de production d'énergie débridés à la machine, c'est pas si compliqué que ça en fait. C'est un objectif relativement simple. Donc d'un point de vue effectif accélérationnisme, le problème de l'alignement existe. C'est juste qu'il est beaucoup plus facile à résoudre. Ouais, c'est vrai que on voit le concept. Où est le problème? C'est moins compliqué parce que l'humanité n'entre pas forcément dans l'équation. L'IA peut faire ce qu'elle veut si elle considère qu'on n'est pas nécessaire pour son grand projet. Après, j'imagine quand même qu'il peut y avoir je sais pas, dans le manifeste techno-optimiste, je pense pas qu'il soit forcément pro-extinction, quoi. Je veux dire, ouais. Il y a des suppositions supplémentaires sur le fait que la technologie construite par des humains
va bénéficier à l'humanité, point. C'est-à-dire dans le sens où ça a toujours été comme ça, avec quelques décalages sur quelle partie de la population la reçoit en premier, mais globalement ça élève le niveau général technologique de l'humanité, et c'est bien. Et de dire que ça va continuer comme ça, et de dire si tu veux continuer d'avoir de la vie, on va évidemment que si tu veux que la vie continue, évidemment que tu vas construire de la technologie qui bénéficie à l'humanité. Mais c'est pas vu comme difficile. C'est-à-dire que c'est pas vu comme beaucoup plus difficile que genre construire des fusées ou poser des câbles sous-marins pour développer Internet. Que c'est un problème d'ingénierie, et il y a un optimisme assez grand dans la capacité de l'humain à résoudre des problèmes. Il faut ajouter des majuscules à tous les mots de ma phrase là. C'est la capacité de l'humain à résoudre des problèmes. J'ai beaucoup de confiance dans la capacité de l'humain à résoudre des problèmes. J'ai aussi confiance à la capacité de l'humain à en créer, et possiblement des problèmes qu'on n'arrivera pas à résoudre à temps. Mais oui, alors je reboucle toujours sur optimisme. Mais le problème, c'est un peu comme les arguments qui vont venir nous rassurer par rapport à la sûreté de l'IA. Ça fait 20 ans que Kovsky démonte un par un les projections optimistes à chaque fois qu'il y a des gens, même de bonne foi, qui essaient de le convaincre qu'en fait tout va bien et qu'il n'y a pas de problème, en leur disant mais vous attendez à ce qu'il se passe quoi, les gens? C'est d'essayer de peindre un futur. Et le futur effectif accélérationniste, c'est on va construire la technologie tout comme on l'a toujours fait, et vous allez voir. Il y a pas vraiment de notion de prévention. Le problème à résoudre pour l'accélérationnisme, c'est comment on enlève un maximum d'obstacles au progrès technologique. Le problème, il est là. Parce que plus tu vas loin, mieux c'est. Donc au final, lui, on pourrait dire que toutes ces personnes, les transhumanistes, les gens en sécurité de l'IA, etc., étaient un petit peu au départ une sorte de groupe relativement unifié, de gens qui réfléchissaient au futur, qui pensaient que la technologie pouvait vraiment avoir un impact massif, qui étaient aussi souvent rationalistes, qui prenaient au sérieux finalement des hypothèses que beaucoup pouvaient considérer comme étant de la science-fiction. Et puis à quelque part, il y a un schisme qui s'est créé au moment où il y a vraiment une partie qui a pris conscience des risques de l'IA, alors que l'autre est un peu resté dans le déni. Est-ce que tu serais d'accord avec cette analyse? Non. Comme on disait au début, il y a jamais eu d'unification. Il n'y a jamais eu tous les transhumanistes ne se sont pas intéressés à la sûreté de l'IA. Tous les gens qui s'intéressent à la sûreté de l'IA ensuite ne se sont pas considérés comme transhumanistes. Tu mentionnais les rationalistes. Donc, pour nos éditeurs, la communauté rationaliste a été fondée par Eliezer Yudkowsky sur un site qui s'appelle Less Wrong. Sur un blog qui s'appelle Overcoming Bias, et il parlait tellement qu'il a fini par faire son propre site qui s'appelle Less Wrong, pour parler de biais cognitifs, de futur de l'humanité, de théorie, d'éthique, de raisonnement, de plein de choses. Et ça a formé une communauté autour de ça, et ça parle encore beaucoup de sûreté de l'IA, mais tous les gens qui sont arrivés dans cette communauté ne sont pas devenus transhumanistes pour autant, ou tous les gens qui sont arrivés dessus ne sont pas venus dans la sûreté de l'IA pour autant. Pareil, qu'est-ce qu'il y a dans le groupe l'altruisme efficace aussi, où l'altruisme efficace en tant que mouvement a été fondé par des gens qui n'ont rien à voir avec la sûreté de l'IA au début. Donc il y avait une partie aux États-Unis où c'était vraiment une question de où donner des tas d'argent de la façon la plus efficace possible, de la façon qui a le plus d'impact. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, au Royaume-Uni, c'était autour de Toby Ord, philosophe britannique, et il se trouve que il bossait pas très loin de Nick Bostrom, et qu'il était également intéressé par des questions de futur de l'humanité. Mais
Et donc les deux communautés ont très vite eu des atomes crochus, parce que côté rationaliste, c'est une idée qui passe absolument tout à fait bien d'essayer de trouver la meilleure façon de résoudre un problème et de dire je vais mettre mes actions en alignement avec mes propres valeurs. C'est un truc qui passe très bien chez les rationalistes. Il y a eu des ponts énormes entre les deux communautés qui la pollinisation croisée. Il y en a une. J'en suis moi-même un exemple, c'est-à-dire que je suis passé d'abord par la communauté rationaliste avant de m'intéresser à l'altruisme efficace. Pour moi, c'était un prolongement. Ça se combinait très bien. Donc, c'est pas étonnant non plus que, du coup, avec tant de gens en commun, les groupes se connaissent. Tous ces groupes se connaissent et interagissent ensemble. Même si tu demandes à une personne en particulier, elle va généralement avoir des opinions assez arrêtées sur oui, non, je m'identifie très clairement à cette communauté, ou je m'identifie comme adjacent à cette communauté, ou je connais des gens de cette communauté, mais je n'en fais pas partie, machin bidule. Et c'est pas fondamentalement différent de plein de groupes activistes qui vont avoir des causes communes, des intérêts communs, mais qui pourtant ne vont pas avoir exactement les mêmes intérêts. Parce que typiquement, tu as des personnes qui vont soutenir que vraiment tous ces mouvements, quelque part, ont des origines communes, sont interconnectés, se recoupent, etc. Je pense typiquement à l'acronyme qui avait été créé, TESCREAL, je sais pas comment prononcer ça, qui fait référence au transhumanisme, hellénisme, singularitarisme, cosmisme, rationalisme, altruisme efficace et long-termisme. Donc c'est un acronyme qui a été créé pour regrouper tous ces mouvements et puis dire justement qu'ils ont des origines communes et qui devraient être traités comme étant interconnectés et se recoupant. Est-ce que tu penses que c'est un acronyme pertinent qu'il faut effectivement voir ces mouvements comme ça, ou bien pas particulièrement? C'est un algorithme pertinent si tu considères que mettre toutes ces communautés dans le même panier est pertinent. Du point de vue interne, ça a pas de chance, ça a vraiment pas de sens. Les gens qui étudient qui ont essayé de trouver exactement ce qu'il y avait en commun entre tous les gens de cette communauté et exactement ce que les gens qui utilisent cet acronyme pour le critiquer rejettent. Un des trucs fondamentaux, c'est une vision pro-technologie. C'est pas pro-technologie dans le sens optimiste. C'est de dire, on peut utiliser du raisonnement sur le futur. On peut se projeter dans le futur et voir tout ce qu'on peut construire dans le futur pour résoudre certains problèmes de l'humanité. Les gens sont pas d'accord sur quel problème. Et aussi, au milieu, les gens sont pas d'accord sur à quel point c'est une bonne idée d'utiliser telle ou telle technologie. Mais si tu mets en commun dans ce groupe je vais réfléchir au futur et à la technologie, tu vas retrouver des gens ultra optimistes comme Andreessen, qui va être dans le panier, des gens ultra pas confiants du genre Yudkowsky, tu le mets dans le panier aussi. Donc ils ont une réflexion commune sur le futur, mais tu peux difficilement trouver des gens qui sont, mais les gens sont, ces deux personnes ne sont absolument pas d'accord, n'ont pas la même vision du futur. Donc quand tu vas, un des problèmes pointés par les gens qui critiquent le panier TESCREAL, c'est justement d'ignorer le présent. Une des plus grandes critiques, c'est d'ignorer le présent. C'est de dire, vous êtes en train de faire du futurisme et de nous vendre de la fumée, alors qu'il y a des gens qui meurent, il y a des discriminations aujourd'hui. Vous êtes complètement biaisé dans votre raisonnement. Vous êtes en train de mettre en danger l'humanité. Non, justement, non. Vous mettez tout à la sauce de l'humanité est en danger et vous faites des grandes phrases alors que vous êtes complètement en train d'ignorer les problèmes que nous avons maintenant. Et en plus, c'est quand même assez suspicieux parce que votre démographie est vraiment pas représentative de la population. Comment osez-vous essayer de mettre la main sur le futur au nom de l'humanité?
ce que vous faites n'est pas bien. On va et il y a différents. Donc là, j'ai essayé de faire le intellectual Turing test, le test de Turing intellectuel des critiques des tests real. Je sais pas si je l'ai bien fait et mettez un commentaire si blablabla. Si vous êtes un anti-test real. C'est ça. Mais et quand je dis ça, j'ai pas l'impression de dire quelque chose qui soit complètement incohérent. Et la réponse et la réponse classique à ça, vue de l'intérieur, c'est de dire il y a des gens que vous mettez dans le même panier qui s'opposeront à vous, c'est-à-dire qui répondront que effectivement, ouais, on va prendre le contrôle du futur, qu'est-ce que tu vas faire? Et d'autres qui seront en mode mais on est parfaitement d'accord avec vous et on va y aller calmement, réfléchir et se projeter dans le futur parce que ça nous intéresse, parce que on veut fondamentalement que l'humanité s'en sorte, qu'elle résolve ses problèmes, et on veut pas non plus avoir un futur dystopique où il y aura des gens laissés sur le côté, où on ignore des gens juste parce que ils vivent pas juste à côté de nous et ainsi de suite. Et tu vas avoir un spectre très large de valeurs dans ce panier. Et du coup, c'est ça que et du coup, c'est ça qui fait que depuis l'intérieur, le panier n'a pas de sens. C'est de dire, mais si à l'intérieur du panier que vous faites, il y a des gens qui sont complètement opposés à vous et des gens qui sont parfaitement compatibles avec vos valeurs, pourquoi ce panier existe-t-il? C'est très frustrant. C'est vrai que c'est souvent, j'ai l'impression, c'est peut-être juste une première impression, mais que quand on a comme ça des paniers qui sont créés où on met plein de gens dedans, c'est souvent pour critiquer le panier. C'est pas généralement pour dire voici que ce beau panier avec toutes ces belles personnes qui sont dedans. Et du coup, ça devient un peu absurde. C'est vrai que quand on voit la différence des gens, c'est un peu comme dire les anarchistes et les gens modérés et tout ce qui est au milieu, c'est la gauche, quoi. Donc, et tu peux pas trouver une vue plus large d'un groupe de personnes avec des points de vue complètement différents sur la gouvernance. Donc, effectivement, et puis oui, l'altruisme efficace, c'est évident qu'il y a énormément de gens dans ce mouvement qui valorisent énormément le présent parce qu'ils donnent des fortunes pour sauver des enfants et tout ça dans les pays les plus éloignés du monde. Donc, et puis on peut s'intéresser au futur et au présent en même temps. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui peuvent être dites. Et puis je crois que l'un des auteurs de ce truc-là, ou des gens une des personnes qui pensent beaucoup à ça, c'est Emile. Et il me semble qu'il a quand même un passé un peu tortueux avec Nick Bostrom, le Future of Life Humanity Institute. Il y a eu des choses qui sont passées peut-être. Je sais pas. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails de sa vie personnelle parce que je le connais pas. Mais je me rappelle avoir écouté certains de ses podcasts. Il était intéressant parce que c'était il y a quelques années. Il était à fond dans les risques existentiels. Il était à fond dans des choses qui me préoccupent moi, et il a fait un virage à 90 degrés pour critiquer le long-termisme, on pourrait presque dire qu'il est anti Nick Bostrom, quoi, hein, dans certains de ses écrits, et je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est ça, il y a un peu de soupçon quand même, des fois derrière des attaques comme ça, qui sont faites. Après, il y a des critiques qui sont probablement valides aussi, hein, voilà, comme partout, quoi. Il y a toujours il y a toujours des critiques valides. Quel que soit le sport favori des altruistes efficaces, c'est de se mettre et c'est de se critiquer mutuellement en interne. Il y a des concours là-dessus d'ailleurs. Et pareil, c'est toujours la définition d'un rationaliste, c'est quelqu'un qui est pas d'accord avec Eliezer Yudkowsky. Bon, c'est des boutades, mais autant dire que c'est des communautés qui se veulent ouvertes à la critique, mais le problème c'est que ouvert à la critique, c'est pas un label qui se suffit à lui-même. C'est n'importe qui peut se dire mais oui, je suis ouvert à la critique, j'entends ce que vous dites et je vais prendre des actions. Donc au bout d'un moment, faut juste voir le genre de trucs qui sont dits dans ces communautés. Faut vraiment à un moment, c'est si il y a un différent idéologique dans un sens, va falloir dire ok, on arrête de jouer au petit jeu de tennis politique et de mettre les gens dans des cases. Va falloir aller voir ce qu'il y a dans la case et aller en détail voir ce qui se passe là-dedans. Il faut le faire avant, idéalement, qu'il y ait trop de pouvoir qui soit concentré dans chacune de ces communautés. C'est-à-dire un des points des anti-test réels, c'est
on parle aussi d'une idéologie, on la critique fortement parce qu'il faut un contre-pouvoir à ça. Que vous avez accumulé des richesses énormément, les milliardaires de l'altruisme efficace, les milliardaires du transhumanisme et beaucoup de puissance politique. Donc, il y a une raison d'agir politiquement contre. Et quand tu vas voir dans ce qu'il y a dans le panier, la communauté transhumaniste n'est pas non plus ultra énorme, la communauté rationaliste n'est pas non plus énorme, les altruistes efficaces ne sont pas non plus énormes, et il y a une confusion entre les ressources qui sont mises à disposition et le fait que finalement ce sont des gens, il y a des gens à l'intérieur qui sont extrêmement confus, qui ont pas vraiment de grands plans pour résoudre les problèmes du monde. C'est pas comme si les gens dans ces communautés avaient la panacée et disaient non, mais vos problèmes on les voit, taisez-vous, vous allez, on s'en occupe. Ça il y a très peu de profils comme ça. Donc à un moment il faut aller voir les gens, discuter avec eux et essayer de les influencer. Alors, je viens de faire un argumentaire, mais de flou, c'est terrible. J'aime pas du tout mes propres arguments. Je sais juste d'agiter le drapeau classique de communiquer sur vos valeurs, les gens, et essayer de bosser ensemble, même si vos valeurs sont compatibles. Plus facile à dire qu'à faire. Les altruistes efficaces essaient de faire ça depuis des années, ça marchouille, mais c'est pas facile. Le dialogue n'est pas facile, mais on va essayer quand même. Effectivement, il y a aussi donc il y a quelques temps pour une personne qu'on a citée 20 fois dans ce podcast, mais c'est pas grave. Eliezer Yudkowsky, lui, il a donc figure assez importante dans le mouvement transhumaniste et dans la sécurité de l'IA. Et il y a quelques années, 2-3 ans, en fait, depuis l'arrivée de GPT 3,5, 4, il est réapparu un petit peu d'un point de vue médiatique, parce qu'il était toujours évidemment en train de travailler dur sur l'alignement, mais il s'est rendu compte que mince, ça va peut-être pas se faire. Et les capacités, notamment la façon dont les IA sont faites aujourd'hui avec ces énormes matrices de nombres à points flottants, sont incompréhensibles et ça nous mène vers peut-être un futur très indésirable. Et donc on va dire, son discours est devenu très très pessimiste. Et pour pas dire qu'il a 90% de probabilité d'extinction, quelque chose comme ça, je pense que c'est dans les eaux-là. Et donc, déjà, je veux savoir ce que tu penses de sa position d'une manière générale. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de défaitisme? Parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui suivent beaucoup Eliezer Yudkowsky et qui ont été très motivés par ses écrits, par sa personnalité. Et voir, être très pessimiste, ça peut. Je sais que j'avais écouté un podcast de Liron Shapira, donc le gars qui fait Doom Debates. Il avait invité quelqu'un qui avait carrément été voir un psy, qui suivait une thérapie parce que il avait pris un gros coup derrière la tête depuis qu'il a écouté Eliezer Yudkowsky en podcast dire qu'on allait tous mourir dans 10-20 ans. Et forcément, quand tu confrontes les faits, c'est difficile d'avoir le sourire. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Et après l'éco-anxiété, il y a l'IA-anxiété. C'est possible. Ça existe. Prenez soin de votre santé mentale, les gens, c'est important. Alors, Yudkowsky on peut l'appeler pessimiste, mais au sens Mappedoom est à 95%, je pense qu'on a une très forte chance d'extinction et de pas y arriver. Mais clairement pas défaitiste. Un poste et l'ironie de cette conjonction était assez bien résumée dans un post qu'il a posté le 1er avril exprès, il me semble 2022, qui s'appelle Mourir avec dignité, où il expose vaguement on n'est pas rendu, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, on a des problèmes, mais le message que je voudrais faire passer, c'est que le truc pour lequel on se bat, c'est les points de dignité. C'est de dire, j'ai pas envie de prendre le mur en fonçant tête baissée dedans parce que de toute façon on va se prendre le mur. Moi j'ai envie de le faire en essayant jusqu'au bout d'avoir essayé d'éviter le crash, même si c'était quasiment garanti qu'on se crache quand même. Parce que chaque point de probabilité, chaque truc qui peut faire pousser l'aiguille, on sait jamais. On peut avoir du bol. Il y a des trucs qu'on sait pas sur la coordination des gens. De dire, on va pousser toujours pour gagner ces petits points de dignité et d'espoir. Même encore, donc ça c'était il y a 3 ans. L'autre point de Yudkowsky, c'était
les solutions désespérées, si vous commencez à essayer de générer des solutions désespérées parce que vous avez l'impression que c'est urgent et que maintenant il y a tout que tout est justifiable, même les trucs les plus violents ou radicaux ou machin, le désespoir, l'action du désespoir n'est pas un bon générateur d'action efficace. C'est-à-dire, ça ne va pas résoudre vos problèmes. Donc, il est beaucoup plus viable. Il est beaucoup plus viable d'essayer de grappiller des points tout en ayant conscience que on passe de 0,0 à 0,01 que de dire on va faire des gestes désespérés parce que c'est pas ça. Donc ça, c'était pour essayer de convaincre les gens, alors même que lui pense qu'on a moins de 5% de s'en sortir, de dire je veux absolument que les gens qui me lisent essaient sincèrement de trouver des solutions qui ensemble auront une chance de marcher parce que j'ai pas envie de baisser les bras. Et il y a encore juste une semaine sur Twitter, il disait, donc je vais traduire à la volée sa citation en anglais, c'est il arrivera un moment, peut-être, quand tout aura l'air tellement mort et fichu et impossible à remettre sur le droit chemin que je dépenserai mes derniers jours à faire autre chose, moins dignifié que d'essayer de mourir en essayant de trouver des solutions, que die fighting. C'est de passer un truc moins dignifié que passer mes derniers jours à combattre jusqu'au dernier moment. Peut-être arrivera-t-il un jour comme ça. Ce moment n'est pas encore venu. Donc, c'est pas du défaitisme du tout. Et c'est un coup au moral qui a été un peu porté un peu au reste des gens. C'était moins le pessimisme, les faibles probabilités assignées à Yudkowsky que quand il a recommencé à être médiatique. Il est passé sur un podcast de crypto-monnaie. Donc c'était le Bankless, c'était chez Bankless. Et les deux autres l'avaient invité pour qu'il parle du futur parce qu'il a des opinions sur le futur de l'IA. Et ils avaient fait un peu de recherche, mais je crois qu'il y a un autre qui avait fait pas mal de recherches et l'autre qui était pas tout à fait au courant. Et Yudkowsky arrive, mon scénario pour la super IA, le scénario par défaut, on est tous morts quoi. Et ça a dévié la conversation du coup sur un peu la sûreté de l'IA et de pourquoi ils pensent ça. Mais le truc qui a beaucoup marqué, qui m'a marqué moi et qui était extrêmement nouveau en termes de communication de Yudkowsky, c'était que le mec était fatigué. Le mec disait ça fait 20 ans que je suis dessus, j'ai dédié ma vie et ma santé à bosser là-dessus. Et mes trucs ont échoué, mes recherches ont échoué. La communauté de la sûreté de l'IA que j'ai très fortement contribué à créer n'a pas cru aussi vite que je l'espérais. Et en particulier, il y a eu beaucoup d'accélération et d'investissement en IA. Et il disait, moi, en 2000, j'ai pleuré dans mon coin quand j'ai vu la création d'OpenAI. Donc c'était en 2015. C'était quand ils sont ressortis de la magnifique conférence d'Asil Omar sur le futur par le Future of Life Institute, en disant avec des beaux principes pour faire une IA sûre et pour le bien de l'humanité, et que après il y a OpenAI qui se crée. Et il a dit purée, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Et il s'est remis au boulot. Et donc là, il débarque sur le podcast en disant ça fait 20 ans que je bosse dessus. Je considère que il a dit aussi dans sa TED Talk, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'on n'arrive pas dans cette situation, mais je suis fatigué. Et il réalisait que il allait, parce que, c'est pas qu'il a pas d'autre choix, mais il décide de continuer, mais il peut plus le faire avec la même force qu'avant. Il faut plus de gens qui tiennent le flambeau avec lui et qui continuent à ne pas être défaitistes et à œuvrer pour qu'on s'en sorte. Donc il y avait à la fois ce coup de, on s'y attendait qu'il est toujours pas aussi optimiste sur les chances de l'humanité, mais aussi de dire mais
waouh, le mec en peut plus, enfin, on peut plus, que c'est assez dur de voir quelqu'un juste admettre que il peut plus donner autant. Il me semble quand même, il avait un petit peu comme projet de, finalement, Les Ronks, c'était un petit peu une façon pour lui d'entraîner une génération de Yudkowsky, quoi. En gros, c'était de créer des mini-mois pour qu'il puisse travailler avec lui, parce que forcément, lui, c'est un mortel. Il faut des jeunes motivés, donc dans la vingtaine, qui ont l'énergie. Il a peut-être aussi, je crois qu'il avait mentionné quelque part qu'il avait des problèmes de santé qui étaient pas tellement connus, je sais pas trop ce qu'il a. Il a outre ses problèmes de poids il décrit généralement, j'arrive à perdre du poids, mais j'arrive pas à en perdre sans que ça me grille le cerveau. Donc j'alterne entre les périodes où je réduis mon poids à des niveaux normaux, mais je peux pas bosser, et des trucs où j'arrive à avoir un cerveau normal, mais je gagne du poids, et ça me cause des problèmes. Ça fait des années qu'il cherche une solution, il n'a jamais trouvé. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est, espérons que, oui, qu'il y ait quand même, ouais, je pense qu'il motive quand même pas mal. Ça reste, voilà, c'est bien qu'il est redevenu médiatique, parce que je pense qu'il manquait un peu, quand même. Ouais. Puis, au départ, Les Ronks, c'est faire en sorte, parce que au départ, Les Ronks, ça a été aussi écrit parce que Yudkowsky était terriblement frustré de toutes les conversations qu'il avait sur l'IA, et il se dit non, mais faut revenir un peu à la source, faut reprendre les bases du raisonnement et de comment tu trouves des nouvelles connaissances et comment tu réfléchis de façon à ne pas aller immédiatement dans des murs qui vont te faire dire des trucs qui n'ont aucun sens, et de dire, si on a une communauté qui fait ça, qui produit des connaissances avec de la bonne foi et de la niaque, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Est-ce qu'il a réussi? En termes de direction, oui, je pense. En termes de magnitude, non. Les Ronks est toujours là. Le forum est toujours actif, la communauté est toujours vibrante, même si elle n'est pas très grande. Je suis très content de les retrouver chaque année en convention. C'est vraiment cool, et tu sens qu'il y a des gens qui ont l'esprit Yudkowsky, qui ont le même genre de niaque qu'Eliezer. C'est de dire on va pas s'arrêter en face d'un problème qui paraît impossible. Et ça, c'était l'objectif. C'est beau, c'est d'avoir des gens qui poussent, et d'avoir des gens qui sont capables de se coordonner pour ça. Mais c'est pas assez encore. C'est pas assez. Il y a aussi des gens qui pensent qu'on devrait s'améliorer mentalement pour faire face aux risques de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'il y a un peu trois grandes catégories de personnes qui pensent ça. La première qui serait des gens qui vraiment juste se disent il faut s'améliorer cognitivement, améliorer nos capacités mentales pour être compétitif typiquement sur le marché du travail. C'est par exemple la position de quelqu'un comme Laurent Alexandre, qui a vraiment peur que des humains basiques finalement sans amélioration cognitive ne puissent plus être compétitifs face à l'IA. Il y a une autre position qui est plus peut-être celle d'Elon Musk, qui dit qu'il faudrait fusionner finalement avec la machine pour finalement, si la machine devient surpuissante, notre seule solution va être de fusionner avec pour nous aussi devenir surpuissants et faire un avec les IA. Et une autre position qui pour le coup est peut-être plus celle d'Eliezer justement, qui serait de s'améliorer cognitivement pour résoudre le problème de l'alignement et pouvoir créer des intelligences artificielles générales qui soient alignées justement. Qu'est-ce que tu penses de ces différentes positions, et est-ce que la séparation que j'ai faite entre ces trois différentes positions te paraît pertinente? Alors, je suis pas certain que ce soit les trois seules positions, mais ces trois positions existent. Ça touche un tas terrible. Ça touche un tas terrible de problèmes philosophiques. Par où commencer? Bon, je vais commencer par ce que dit Eliezer, comme ça ce sera fait. Il y a plein de façons un des trucs qu'il dit, c'est progress is driven by peak knowledge. Le progrès est mené par des personnes qui sont à la frontière. Un des trucs que je dis personnellement, c'est la méthode standard des humains
pour le progrès technologique, c'est de mettre des gens, très à la pointe dans une salle, de les laisser tranquilles et de leur filer tout un tas de ressources. Et ça fait un peu avancer la frontière de la connaissance humaine. Et parfois, la limite, c'est l'existence de personnes qui poussent la frontière. Et parfois, la limite, c'est l'infrastructure qu'il faut, parce que, par exemple, t'auras beau avoir des physiciens brillants, ils auront peut-être besoin d'un énorme accélérateur de particules. Et c'est pas parce que les gens sont brillants qu'ils vont faire, en claquant des doigts, accélérer un accélérateur. Et il va falloir le reste des gens qui est en soutien. Donc, le monde entier a une fonction. Le monde entier se regroupe pour la pointe. Et une des remarques de Yudkowsky, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a des gens juste littéralement plus intelligents? Est-ce que ce serait pas une bonne idée? De la même façon que j'ai gagné un certain nombre insérez ici votre mesure préférée de l'intelligence en prenant ce café pendant ce podcast. Magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens moins bruts d'améliorer l'intelligence humaine pour résoudre le problème de l'alignement? Et du coup, c'est là que tu vas reprendre les trucs de Laurent Alexandre ou Elon Musk, c'est de dire, indépendamment de pourquoi tu veux que l'humain soit plus intelligent, ou pour faire le même glissement que je fais en intelligence artificielle, de faire que les humains soient plus compétents, plus à même de résoudre des problèmes. Comment tu fais? Et donc là, tu vas dire, ok, on va mettre des puces dans le cerveau pour justement externaliser un petit peu des calculs avec la machine. Est-ce que c'est techniquement faisable? Va falloir l'étudier, va falloir des tests extrêmement prudents. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Va falloir aussi étudier. L'autre façon de faire, c'est des questions de santé. C'est de dire, par exemple, tu vas avoir des gains faciles en éliminant la contamination au plomb, parce que si tu as du plomb autour de toi, ça va altérer tes capacités cognitives. Pareil en termes de pollution, pareil en termes donc des facteurs environnementaux qui vont influencer tes trucs cognitifs. Et puis aussi, parce qu'il faut en parler, des facteurs héréditaires. C'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'il y ait des bébés plus intelligents qui naissent? Ce qui pose des problèmes qui sont relativement évidents à quiconque a étudié l'histoire, parce que c'est un peu comme toute technologie qui peut orienter les humains, tu peux t'en servir pour faire complètement autre chose en termes de sélection, pas d'intelligence, mais sélection d'autres choses. Et donc, alors bon, ok, réduire les effets environnementaux, réduire la pollution au plomb, autant ça, je pense qu'on peut avoir à peu près un consensus pour s'en occuper collectivement en tant qu'humanité, mais tout ce qui est augmentation technologique ou influence sur l'hérédité, ça va poser d'immenses problèmes. Ça pose déjà d'immenses problèmes éthiques, et c'est le genre de truc un peu comme le gain de fonction en biosécurité que tu peux pas faire n'importe comment. Et l'envers de la question, c'est est-ce qu'on en a besoin? C'est de la même façon que tu dis bon, écoutez, on peut faire des réacteurs nucléaires qui pètent, mais on a vraiment besoin de faire ça bien. Donc, on va prendre le temps de le faire bien. Là, tu as un problème extrêmement analogue. C'est, est-ce que ce genre de technologie peut nous aider? Est-ce qu'on a moyen de le créer sans causer de problème? Et à partir du moment où tu peux avoir une assurance de ne pas avoir de problème, de ne pas avoir de dérive, se pose la question et maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Parce que si tu parles d'hérédité, tu vas très très vite être mis dans un panier. À raison. Parce que jusque-là, il y a assez peu d'exemples qui n'ont pas mal tourné. Il y en a. La prévention de certaines maladies génétiques, c'est techniquement, ça fait partie des mêmes technologies que celles qui pourraient être utilisées pour éventuellement influencer l'hérédité humaine. Bon. Je tourne un peu autour du pot, mais c'est typiquement le genre de débat qu'il va falloir avoir, ou bien juste décider non,
ça vaut pas le coup. Tout comme, je sais pas, le clonage humain, où collectivement, il y a quelques décennies maintenant, on a décidé que non, ça valait pas le coup. Est-ce que ce sera toujours le cas dans 30 ans? C'est une décision collective à prendre. Ouais, et puis il y a aussi deux questions, je pense, qui se posent par rapport à ça. C'est dans la question de l'alignement, pour avoir plus d'intelligence, pour essayer de résoudre l'alignement, c'est déjà, est-ce que on a vu les créneaux, de temps, les prédictions sur potentiellement quand c'est qu'on aura une super IA, peut-être 2030, 2035, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est raisonnable d'espérer avoir des humains plus intelligents à l'âge adulte, capables de contribuer à la discipline de l'alignement? Non. Enfin, je pense que c'est quand même là, à moins qu'il y ait vraiment un truc qui sorte de nulle part. Mais et aussi, est-ce que c'est possible? Cette idée de fusionner l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle pour ne pas être dépassé et pour éviter l'extinction, par exemple, ça me semblait toujours un petit peu difficile de comprendre en quoi ça aide, parce que finalement, à chaque fois qu'on voit aujourd'hui quand une super intelligence étroite, par exemple aux échecs, elle n'est pas égalée par la team humain-IA. Généralement, même un humain qui va jouer avec une IA joueuse d'échecs, elle va finir par perdre contre Stockfish, qui est l'IA la plus forte du monde. Pareil au jeu de Go, etc. Donc en gros, l'humain apporte enfin presque ralentit la machine, quoi, parce qu'on est limité. Et donc, et après la question, avoir exactement la même intelligence qu'une intelligence artificielle, ça voudrait dire qu'on est nous-mêmes des IA d'une certaine façon. Le seul scénario que j'imagine possible, ce serait une émulation de cerveau sur un substrat artificiel, où là, effectivement, on pourrait avoir un humain qui a des valeurs humaines parce qu'il était humain avant, il a été copié, et là, il peut peut-être bosser plus vite. C'est ça. Mais bon. Je suis d'accord avec ton argument de on n'a pas le temps pour une future génération. Parce qu'il y a aussi pourquoi un des trucs principaux que mentionne Yudkowsky, c'est l'amélioration humaine, ou la seule. Quel est clairement le transhumanisme, c'est amélioration, et de dire est-ce qu'il y a pas des trucs qu'on peut débloquer pour augmenter le potentiel des humains qui sont déjà là. Un des points qui justifie ça, c'est que par exemple Yudkowsky considère qu'un humain augmenté est plus facile à aligner qu'une IA. C'est un des trucs, c'est que si tu files à un humain des capacités qui sont extrêmement élevées, tu as déjà quelque part les fondements flous et mal compris des valeurs humaines qui sont déjà intégrées à la chose. De dire qu'il y a une probabilité plus grande d'avoir par exemple une émulation humaine qui est alignée avec les valeurs humaines que d'avoir une super intelligence artificielle faite classiquement qui soit alignée avec les valeurs humaines. C'est un argument probabiliste. Si ça se trouve, les valeurs humaines sont absolument pas stables quand tu commences à avoir une super amélioration des capacités machin bidule, ça on sait pas. Mais de dire, si on veut avoir des trucs très 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 puissants qui est les valeurs humaines, ça paraît plus fiable d'augmenter les humains. Et on sait pas comment faire. Et toutes ces histoires de fusion avec la machine, justement, comme tu le mentionnais, ne sont pas au bénéfice des humains. Ne sont pas, comment dire, ça dépend comment tu fusionnes. Mais de dire, mais non, on va juste fusionner avec les machines, on va garder nos valeurs avec les capacités de la machine. C'est très bien, tu as reposé le problème de l'alignement. C'est une reformulation du problème. On sait pas faire. On ne sait, pour l'instant, la façon, une des façons les plus classiques d'avoir des humains qui sont plus puissants et toujours alignés avec eux-mêmes, c'est le café et autres types de stimulants. Ça pourrait même être un accélérateur de risque existentiel, quoi, parce que si on se retrouve avec tous des puces dans le cerveau qu'une super IA en un claquement de doigts peut contrôler à distance, je veux dire, c'est ça. C'est n'importe quoi. Non pas qu'une super intelligence n'ait pas la capacité de faire des dégâts. Non. La super intelligence n'a pas besoin d'une interface supplémentaire pour faire des dégâts 3 minutes plus vite. Oui, c'est ça facilite tout, quoi. Et sur l'aspect plus l'argument de Laurent Alexandre auquel vous avez pas trop répondu, je pense qu'il y a quand même l'aspect, c'est quand même plus pertinent peut-être de repenser un peu nos structures sociales avec peut-être des revenus universels ou d'autres trucs comme ça, d'autres propositions qui peuvent être faites, mais en tout cas pas
à essayer de rester à tout prix compétitif avec l'IA parce que déjà c'est infaisable. Genre l'IA a des capacités en termes de vitesse, en termes de réplication, en termes de tout qui est infiniment supérieur à des humains augmentés de toute manière. Donc de toute façon on n'est pas compétitif. Et genre c'est cool qu'il y ait plus de travail si les humains peuvent chiller en pensant à une autre structure sociale. C'est chouette. Quand il y a eu l'apparition des tracteurs, on n'a pas dit venez on met des grandes roues à tous les humains comme ça ils seront compétitifs avec les tracteurs. Bah non, on a pensé à une autre société et puis aujourd'hui on n'est pas tous obligés de se casser le dos dans des champs 12 heures par jour. Donc venez on fait la même chose avec l'IA. C'est vraiment un enjeu fondamental parce que tu vois, tu prends l'exemple du revenu universel par exemple. Tu as toutes ces belles utopies de justement la fin du travail, automatisation, mais au bénéfice de l'humanité. Et tu dis oui, mais comment tu arrives à ce genre de vision? Quand bien, si tu es d'accord avec cette vision, si pour toi c'est utile, c'est comment on y arrive. Et réfléchir aux structures. Et un des problèmes aussi de l'intelligence artificielle, du développement de l'intelligence artificielle, c'est que la vitesse ne nous permet pas d'être réactifs. C'est-à-dire que quand tu as la révolution industrielle qui vient rebattre les cartes de la société moderne, la révolution industrielle fait des dégâts aussi sur la société. La société s'en remet et finalement atteint péniblement une nouvelle ère industrielle où il y a plus de gens qui ont plus de technologie, même et les inégalités persistent. C'est pas comme tu pourrais concevoir dans les années 1850 de dire bah maintenant on va avoir des machines à vapeur qui vont augmenter la productivité de la civilisation par un facteur, je sais pas moi, 10, peut-être 10, je sais plus. Et du coup, on va faire un revenu universel pour permettre à tout le monde d'avoir santé, nourriture et tout ce que tu veux. Et ça s'est pas passé comme ça. Même si on a la technologie aujourd'hui. La réflexion de société sur comment on gère la transition induite par l'intelligence artificielle, elle a commencé il y a des dizaines d'années, mais il faut la voir aussi maintenant beaucoup plus fort. Parce qu'il n'y a aucune garantie qu'on arrive à revenu universel ou ce que tu veux, versus une dystopie complètement inégalitaire. Ou pire, une extinction. Ben bon, ça aussi. La réflexion de société est absolument indispensable et il y a dans le même sens où tu as un problème de sûreté technique pour éviter que ça nous explose à la face, il y a un problème d'ingénierie gouvernementale. C'est terrible. Non, il y a un problème de vision politique. Gouvernance, tout ça, ouais. De gouvernance pour arriver à ces futurs désirables et garantir qu'il y aura pas de gens qui seront laissés sur le côté. C'est vrai que des fois j'ai l'impression souvent on dit l'histoire ne se répète pas, elle rime, et j'ai l'impression que là on est dans une phase qui rime avec les deux révolutions industrielles, notamment la phase du début des années 1900 où il y avait énormément d'optimisme. Les machines, la technologie nous permettaient, alors évidemment quand tu étais en Europe, parce que si tu étais dans les colonies c'était pas la même. Et donc il y avait cette vision, on va aller sur la Lune, voilà, c'est magnifique. Et sauf que il y a eu 2 guerres mondiales qui ont suivi et qui ont été alimentées par les machines de la révolution industrielle, qui ont jamais causé autant de dégâts et qui a abouti à l'arme ultime, quoi, l'arme nucléaire et après l'arme thermonucléaire. On peut pas faire, on pourrait techniquement faire plus, mais bon, ce serait, comme on dit, un overkill. Et je pense que j'ai peur de savoir à quoi pourrait ressembler une 3e guerre mondiale avec les armes de l'IA, des drones, et là on est sur Terminator, donc ça fait peur aussi. Je pense qu'on peut pas non plus se dire on est à l'abri de ça, parce que les gens en 1900 ils pensaient pas vivre de guerre mondiale, quoi. Quelqu'un qui naît en 1901, la vie qu'il a eue. D'où l'intérêt de réfléchir par rapport au futur. D'où l'intérêt de faire un minimum de prospective, de dire écoutez, on n'est pas en train de vous dire que c'est ce scénario qui va arriver, mais en train de vous dire que ce scénario est plausible, que il y a certains effets qu'on peut à peu près prédire sur l'évolution de l'intelligence artificielle en tant que technologie, que par défaut les institutions actuelles ne sont pas prêtes à encaisser les changements que l'on prédit qui vont arriver. Faut faire quelque chose. Et c'est ultra difficile de la même façon que
tu te serais ramené en 1900, 1910 en te disant voilà ce qui va se passer. Je suis pas sûr qu'on t'aurait cru. Ouais. Et je suis pas sûr je suis pas sûr que t'aies eu beaucoup non plus de volonté politique pour créer des institutions comme celles qui ont été créées après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je dis ça en ayant des alarmes qui s'allument dans ma tête sur n'y a-t-il pas eu certains traités de coopération internationale signés avant la Première Guerre mondiale? Il devait y avoir des gens qui l'avaient théorisé. C'est juste pas, pour moi, c'est extrêmement probable qu'il y ait des gens qui aient théorisé la chose à la fin du 19e siècle. J'ai des rêves très obscurs dans ma mémoire qui me disent qu'il y a des gens que l'idée n'est pas neuve. Oui. Je pense qu'on peut retrouver des traces de personnes qui avaient quand même un flair, quoi, sur le futur. Notamment, déjà, après la Première Guerre mondiale, il y a clairement des gens qui disaient, normalement, le traité de Vienne, le traité de Versailles, ça va donner une Allemagne revancharde et ça va attiser une Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'était bingo. Avant, il y avait aussi, je pense qu'on peut trouver des gens qui sonnaient l'alerte sur les rivalités en Europe ou les jeux d'alliance, parce qu'il y avait quand même des jeux d'alliance un petit peu bizarres qui se créaient, et puis on sentait bien, parce que la Première Guerre mondiale, honnêtement, elle aurait jamais dû avoir lieu. C'est incroyable quand tu regardes l'enchaînement de circonstances qui commence par l'assassinat d'un archiduc, d'un prince dans un pays en Serbie, et ensuite c'est le jeu d'alliance, et puis il n'y avait aucun des leaders de cette époque qui voulait aller en guerre. Mais à partir du moment où tu mobilises tes troupes, c'est trop tard. C'est ça qui est incroyable aussi. Comme si c'était impossible de dire « Oh non, on ramène les troupes, c'est bon, on rigolait. » Donc, il est difficile de faire des prédictions, surtout sur le futur. C'est ça. Bon, mais il faut réfléchir. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on fait de toute façon, je pense, nous trois, en général. Et on invite évidemment les auditeurs à partager les commentaires, nous dire ce qu'ils en pensent. Et puis, de toute façon, je pense qu'on a atteint la fin de cette conversation. Donc, merci. En tout cas, c'était sympa. On a exploré une bonne partie de la question transhumanisme, sécurité de l'IA. Et il y a plein de choses à dire, évidemment, mais je pense qu'on a au moins ouvert les curiosités, j'espère. Merci beaucoup pour votre invitation. C'était une super discussion.